une des grandes chances quand on fait de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir parler avec des personnes assez extraordinaires. J'ai fait la rencontre de François Soulier-Fogelman il y a un mois et demi. Euh, j'ai pris une leçon d'entrepreneuriat, une leçon de statistique, une leçon de data. Enfin, j'ai ouvert. Enfin, je présente ça comme sous forme de compliment, mais j'ai vraiment eu l'occasion d'apprendre énormément de choses, comme c'est le cas avec toutes les personnes que j'ai eu l'occasion de recevoir sur cette scène aujourd'hui. Chaque interaction, chaque connaissance, c'est l'occasion de se remettre en cause par rapport à la démarche entrepreneuriale. François, vous avez choisi d'aborder deux thèmes que. Non, alors on va suite, c'est pour la télé. Il y a deux thèmes qui ont été un peu moins traités que d'habitude. Et en plus, je trouve que c'est des thèmes qui correspondent assez bien à ce que vont vivre les data scientists tout de suite. Ça sera peut-être plus vrai dans quelques années. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le besoin du marché, c'est peut-être pas de faire rêver, mais c'est de faire des choses concrètes. Oui, alors je suis en train de chambouler complètement ce que j'avais prévu de dire pour laisser la parole à Henri plus rapidement. Parce qu'Henri doit être rentré chez lui très vite. Il y a plusieurs sujets qu'on n'a pas du tout abordés ici. L'un des premiers sujets, je vous le livre tel que je l'ai vu récemment, offre d'emploi de spécialistes du big data, 10 000. Je vous épargne les virgules, les chiffres pour la virgule. De spécialistes big data. Offre d'emploi d'utilisateurs de solutions big data, 100 000. Donc il faut bien comprendre que le marché dont on est en train de parler, ça n'est pas, ou ça ne sera pas, un marché qui sera uniquement des spécialistes. Ce sera essentiellement des gens, effectivement, il y en aura 10 qui seront ceux qui développeront les solutions, et il y en aura peut-être 100 qui seront ceux qui vont les utiliser, les comprendre, les manipuler pour leurs besoins. On a tous dit d'une façon ou d'une autre, le data scientist, c'est un tiers statisticien, un tiers informaticien et un tiers utilisateur ou business user, comme on dit. Je pense que, comme toujours dans toutes les solutions d'informatique décisionnelle, on va dire, le nombre d'utilisateurs sera infiniment plus grand. Moi, j'ai souvent dit dans ma vie, et je le maintiens, les données, c'est beaucoup trop important pour les laisser aux data scientists. Les données, c'est les utilisateurs qui prennent la main dessus. Ils s'appuient sur un data scientist, certes, mais ils prennent la main. Et je pense qu'on est à peu près au moment où cette chose-là est en train de basculer. Je sais que tu fais une différence aussi entre le data scientist nouveau et le statisticien ancien. Oui. Alors vas-y, je te laisse la Alors, faire. longue discussion, mais ça vient aussi pour chacun d'entre nous, ça vient d'une histoire particulière. Un statisticien, historiquement, c'est quelqu'un qui utilise essentiellement des modèles mathématiques et un peu des données. Un data miner, qui s'appelle maintenant un data scientist peut-être, c'est quelqu'un qui utilise essentiellement des données et peut-être un peu un modèle. Donc l'approche est vraiment différente. L'approche, c'est de dire je prends toutes les données. Un statisticien dira non, je vais sélectionner celles qui ne sont pas corrélées, celles qui... Non, je prends tout, c'est ce qu'on fait. Il y a même des gens, en ce moment, il y a toute une discussion qui disent more data. Alors je vais souvent parler anglais parce que pour des raisons qui vont venir juste après. More data, c'est de toute façon bien mieux que better model. Donc vous embêtez pas à essayer de fabriquer le modèle parfait, ce qu'un statisticien voudrait absolument faire. Balancez simplement 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus de données et vous gagnerez. Ça, c'est le premier sujet en réponse à ta question. Donc c'est une approche un peu iconoclaste, ça le devient de moins en moins, mais c'est ça qui fonctionne. Un autre aspect également qui est critique, c'est good enough now, c'est-à-dire un résultat qui est good enough, qui est correct, juste maintenant, c'est bien mieux que la solution parfaite dans 3 semaines. La solution parfaite dans 3 semaines, le statisticien va la trouver, elle sera parfaite. Mais moi, si je peux bricoler, hacker, tu as dit hacker tout à l'heure, j'aime bien hacker, si je peux hacker une solution tout de suite et la mettre sur le marché maintenant, j'ai gagné à tous les coups. Donc c'est ça. Alors maintenant, pourquoi est-ce que souvent j'emploie des mots d'anglais? Parce qu'en fait, je pense qu'en France, tout à l'heure François Bourdon l'a dit, on a des idées, oui, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Il devient de plus en plus évident qu'on ne peut pas créer des startups. J'ai travaillé dans une startup qui s'appelait KXEN, qui vient d'être rachetée par SAP, ce qui est une très belle sortie pour une startup de ce genre-là.
on ne peut pas imaginer créer des startups et que ces startups vivent et réussissent uniquement en France. La vision, elle est forcément, nécessairement, tout de suite mondiale. Si vous ne pensez pas immédiatement vision mondiale, vous avez perdu. Si vous êtes un peu mondial, vous savez peut-être que la Maison-Blanche a reçu il y a 2 jours 3 représentants de 3 universités américaines, New York University, University of Washington et University of Berkeley, à la Maison-Blanche, avec comme mission de créer une culture data science. Donc, ils sont en train de créer 3 Data Science Institutes aux États-Unis avec comme mission de développer cette culture et d'irriguer à partir de cette culture un certain nombre de domaines scientifiques. On a beaucoup parlé ici des entreprises, bien sûr, mais il y a également un certain nombre de sciences, la physique, la biologie, la médecine, qui tous ont des masses de données et qui, dans beaucoup de cas, ont énormément de mal à en faire quelque chose. Donc, la mission de ces 3 instituts, ça va être de créer ça. Je vous donne ça comme un exemple pour qu'on comprenne que les choses ne se passent pas seulement en France, loin de là. Même un peu plus fort, tu suggères volontairement aux entrepreneurs et aux startups d'aller s'intéresser avant tout aux pays en voie de développement, parce que les pays en voie de développement n'ont pas la problématique de remplacer l'existant. Oui, c'est ça le problème de parler avec toi, c'est que tu te souviens de ce qu'on a dit. Oui, en fait, dans la discussion que nous avions, je parlais de l'avis de KXEN, qui est un éditeur de logiciels data mining qui s'est créé donc, il y a 15 ans, comme mon prédécesseur dans cette chaise. C'est la chaise des 15 ans, celle-ci. Et qui progressivement s'est développé avec un marché qui a été en fait essentiellement un marché à l'étranger. C'est-à-dire le développement de cette start-up créée par des Français, localisée en France, toute la R&D en France, s'est faite essentiellement tirée par des marchés à l'étranger. Donc par des marchés évidents comme les États-Unis, bien sûr, mais également par des marchés dans les pays en voie de développement. Donc je vais prendre des exemples, le Pakistan, la Malaisie, l'Indonésie, qui sont tout un tas de sociétés en croissance extrêmement forte, avec des besoins massifs et qui sont des gens qui ont beaucoup de chance parce qu'ils n'ont pas de solution en place. Quand on dit, par exemple, Orange va installer une solution Big Data, son problème, c'est de faire évoluer son infrastructure pour pouvoir aller dans cette direction-là. Et donc, tout le discours qu'on a eu précédemment. Par contre, quand on va dans ces pays-là, on a un énorme marché, d'énormes besoins et des freins, peut-être, à la mutation qui sont beaucoup moins forts. Donc, si je devais créer une start-up aujourd'hui, je créerais très nettement une start-up qui serait peut-être ici, localisée, parce qu'on a toutes les qualités qui vont bien, mais j'irais immédiatement voir ailleurs quels sont les besoins et quels sont les marchés. Comme tu veux. On a beaucoup parlé dans les exposés précédents de formation, d'une part, et également de services aux entreprises. Il n'empêche que dans le marché de la big data, il y a également la production de produits techniques. Donc nous, on a produit un outil de data mining et je pense que la France a laissé passer beaucoup les occasions sur ces domaines-là. Ce n'est pas nous qui avons fait Hadoop, ce n'est pas nous qui avons fait les premières solutions cloud. Donc on a beaucoup raté des étapes, mais il y a certainement encore beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Pour terminer peut-être, puis après on passera la parole à Henri. Vous avez aussi beaucoup entendu de propositions sur les problèmes de recrutement. Moi je sais que j'ai eu toujours beaucoup de mal à recruter des gens spécialistes. Je suis allée jusqu'à faire des cours dans les universités pour les trouver à la source, c'est dire si j'étais désespérée. Je pense qu'il y a un seul critère pour recruter un data scientist, et c'est toujours c'est quelqu'un qui veut, quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui aime ce qu'il veut faire. C'est pas quelqu'un qui a des spécialistes pointus de statistiques ou d'informatique. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de toucher à plein de choses. Très longtemps, j'ai fait du consulting et je disais, je devrais payer mes clients pour la beauté des histoires qu'ils me racontent. Et c'est en fait vraiment ça, je pense. C'est un domaine magnifique de ce point de vue-là. C'est facile à dire après par rapport à avant, ce genre de remarques.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Alors Henri, tu es le président de Etalab, qui est l'organe du Premier ministre sur l'ouverture des données publiques. Donc c'est l'occasion de rappeler exactement qu'est-ce que c'est le portail data.gouv.fr, quelle énergie il faut avoir pour être capable de récupérer toutes ces données et la distribuer, quel est l'avantage pour la citoyenneté, et puis derrière ça, quels sont les enjeux que tu imagines pour les startups qui réutiliseront toutes ces données. Super. On va essayer de faire tout ça très vite. Comment? En 10 minutes. D'abord, ça me fait très plaisir d'être là ce soir. Merci, merci encore. Il y a 3 ans, j'étais cofondateur d'une startup sur les big data. C'était un peu neuf encore, hein. Enfin, ça continue à être neuf, mais et je me retrouve un peu, je me sens un peu en famille. Là, j'ai vu un peu les stands et tout. Désormais, en revanche, depuis moins d'un an, je suis directeur. Je préside plus maintenant, je travaille moi, du service du Premier ministre qui s'occupe de l'ouverture et du partage des données publiques. Donc de ce devoir qu'a l'État de mettre à disposition de la société les données non personnelles, non stratégiques pour l'armée, etc., mais les savoirs qu'il détient. Peut-être comme j'avais envie de dire autre chose avant, mais j'y viens. Et puis, si tu veux te joindre à la discussion, n'hésite pas. Et si vous voulez me couper la parole, vous n'hésitez pas. Peut-être d'autres gens l'ont dit depuis ce matin, mais d'abord, moi, j'ai la totale conviction qu'on est en train de vivre une révolution dans la révolution numérique. Et c'est intéressant de se rendre compte de ça. C'est-à-dire, au fond, rappelez-vous, les années 70, le numérique, c'est le code. Les entreprises qui comptent, c'est IBM. Et l'imaginaire du numérique, c'est le codeur, quoi. Déjà, Internet, ça a été un tout autre numérique qui a pas mal déstabilisé ces gens-là. Et en France, malheureusement, par exemple, les champions de l'informatique ne sont pas devenus des champions d'Internet. Parce que ce qui comptait, c'était tout à fait autre chose. C'était l'expérience utilisateur, la vitesse d'acquisition des clients, le design, l'interface. Et c'était un autre univers de stratégie. Et j'ai, moi, le sentiment qu'on est en train d'entrer dans une troisième révolution qui redistribue complètement les cartes, qui est la révolution de la donnée. Alors tout ça, c'est la grande révolution numérique. Et il se peut que les gens qui sont champions maintenant ne deviennent pas les champions dans le monde de la donnée. Alors cette révolution de la donnée, je pense qu'on en parle depuis ce matin, et ça va amener directement à l'open data. Hein. C'est, tout le monde l'a dit 1000 fois, l'hyperinflation des données disponibles dans des formats numériques, okay, et qui elle-même est corollaire de la baisse du coût de production des données. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une start-up que vous connaissez peut-être tous, qui s'appelle Open Meteo Data, qui est en train de refaire des modèles de prévision météo 10, 20, 50 fois moins chers que Météo France, avec des tout petits capteurs qu'on a dans son iPhone, etc. Et au début, c'est parti d'une exigence de qualité. C'était un mec qui faisait du deltaplane et qui en avait marre de ne pas voir la couverture nuageuse dans la colline d'où il voulait faire sa sortie le dimanche. Et il voulait des modèles de prédiction de la couverture nuageuse ultra locale et ultra précis. Donc il y a cette révolution-là. Il y a la deuxième révolution, celle des technologies, de l'informatique, du big data, mais que je pense qu'on peut aussi analyser comme une révolution dans la sociologie de la donnée. Parce que ce qui me semble, moi, le plus frappant avec les big data, enfin, il y a bien sûr les éventuels changements, peut-être même épistémologiques, dans la manière dont on traite la donnée, mais c'est d'abord que ça met de la puissance de calcul entre les mains de gens qui n'avaient pas le droit de faire joujou avec les données avant. Moi, je vois plein d'endroits où il y a des gens qui étaient des rentiers de la donnée, parce qu'en fait, ils étaient les seuls à pouvoir s'acheter les ordinateurs et mobiliser les ingénieurs pour traiter de la donnée, et qui commencent à être challengés par des gens qu'ils n'auraient même pas regardé il y a 10 ans, quoi. Et ça, c'est un aspect dont on ne parle peut-être pas assez. Les big data, pour les grandes organisations, par exemple, ça rend incontournable de faire de l'innovation ouverte. Il faut s'organiser pour savoir d'où va venir la nouveauté, parce que, enfin, moi, par exemple, j'ai compris ça quand, avec MFG Labs, on a clusterisé un graphe de 30 millions de nœuds avec un PC de chez Surcouf, avec Adobe qui n'avait rien coûté, et un tout petit peu de cloud qui coûtait 30 € par mois, quoi. Attaquer un graphe de 30 millions de nœuds il y a 15 ans, je ne sais pas combien ça coûtait, mais je ne suis pas sûr qu'on faisait avec un PC normal, quoi. La troisième révolution, elle est sociologique au sens plein du terme. Ça aussi, il faut s'en rendre compte. C'est que les jeunes générations, dans le web social, sont en train d'inventer des manières d'être au monde, des manières de discuter avec les autres, etc., qui passent par la production de la donnée. C'est-à-dire, ça, le vieux monde ne comprend pas. Il dit, ils font plus attention à la vie privée, ils s'en foutent.
Mais de même qu'on choisit délibérément de mettre une cravate ou pas quand on vient parler à une conférence, parce que c'est un code social, de même aujourd'hui, il y a des checks Foursquare, il y a des statuts Facebook, il y a des tweets, il y a des retweets qui sont du code social, et il y a une manière d'être au monde qui passe par la production de la donnée. Et quand on le maîtrise, c'est efficace. C'est-à-dire, c'est pas que un affaiblissement de la vie privée, c'est aussi la construction d'une image de soi qui permet d'entrer en relation avec les autres. Donc on est en train de partir dans une révolution à cause de tous ces phénomènes conjugués. Et moi, parfois, je me dis, ça me rappelle, je suis biologiste à l'origine, quand la biologie, j'ai pas vécu ça, mais je l'ai lu après, quand la biologie est passée de la physiologie, des sciences naturelles, à la biochimie. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a une classe de phénomènes entiers qu'on n'a plus lu pareil, parce qu'on était à un niveau de granularité différent, qu'on a interprété différemment, et il y a des stratégies d'action qui ont émergé auxquelles ne pensaient pas les médecins. C'était les biochimistes qui étaient en train d'inventer des nouvelles thérapies, des nouvelles interventions, etc. etc. Et aujourd'hui, parce qu'on manipule les distributions complètes à des granularités plus fines, il y a des phénomènes qu'on lit différemment. Il y a des sociologues qui sont en train de se demander si tous les concepts là, de tribus, de classes sociales, de machin, c'était pas faute d'être capable d'analyser le mimétisme fin à l'intérieur du graphe social, si on a encore besoin de tous ces concepts, quoi. Voilà, on va relire la sociologie à un niveau différent. Alors du coup, et c'est la deuxième idée importante, et j'arriverai ensuite à ce que fait le gouvernement, à ce que fait l'État, on voit arriver des classes de stratégie complètement inédites. Un des aspects intéressants avec les big data, c'est pas seulement finalement qu'on fait plus du meilleur targeting publicitaire. Ça, moi, ça m'a jamais passionné. C'est qu'il y a des stratégies, en tout cas dans certains univers sociaux, elles sont complètement nouvelles. Alors, une des plus grandes classes de stratégie qui existent, c'est la stratégie de plateforme. C'est finalement les données que j'ai, je peux tenter de les exploiter moi-même, mais je peux aussi les organiser dans des flux d'API et attirer à moi l'innovation des autres et faire levier sur l'innovation des autres. Comment ? Ta gueule. Ta gueule, mais aussi, enfin, c'est la thèse de l'âge de la multitude que j'avais coécrit avec Nicolas Collin. C'est ce que fait Amazon, c'est ce que fait Facebook, c'est ce que fait Google, c'est la stratégie de la plupart des géants de l'économie numérique. Et ça peut devenir une stratégie des États. C'est-à-dire on peut trouver des gens dans la société civile qui ont envie de prolonger et d'amplifier notre effort. Et donc au lieu de se dire je dois tout régler, on se dit je dois construire les ressources pour que les gens règlent tout. Et c'est une voie très nouvelle d'imaginer la puissance publique. Il y a aussi des stratégies data-driven. Là, on commence à les sentir bien. Si vous saviez le nombre de politiques publiques qui ne sont pas pilotées par une information en temps réel, par exemple, sur lesquelles il n'y a pas de voie de retour, parce que ça n'avait jamais été pensé comme ça n'avait pas été designé comme ça. Si vous saviez aussi les travaux que font les Britanniques, par exemple, autour de ce qu'ils appellent le nudge ou le behavioral politics, c'est-à-dire où on essaye d'apprendre avec du A/B experiment, c'est des nouvelles classes de stratégie. Par exemple, les Britanniques, ils ont une cellule de behavioral politics qui teste la meilleure manière d'écrire une lettre de relance pour les impôts impayés. Donc ils en testent 7 en A/B experiment, et puis ils disent c'est ça qui marche le mieux. Le nudge, c'est l'idée qu'on peut designer des contextes tels que les gens vont faire ce qu'on voudrait sans même se rendre compte qu'ils sont en train de le faire. Alors c'est pas toujours par la data. Vous avez peut-être lu dans la presse que le maire de New York, il avait fait un plan énorme pour que les Américains prennent plus l'escalier et moins l'ascenseur. Et notamment, il avait baissé la lumière devant les ascenseurs et mieux éclairé l'entrée dans l'escalier. Et rien que ça, il y avait 15% de gens qui optaient plus pour l'escalier et il leur faisait faire du sport, quoi. Il y a toutes les stratégies fondées sur le crowdsourcing et souvent la conjugaison d'un peu d'information publique et d'un peu de crowdsourcing apporte des résultats incroyables. Et moi, j'ai découvert il y a seulement 2 mois qu'en France, dans pas mal de territoires de la République, les SAMU ou les pompiers ont créé leur système d'information sur OpenStreetMap pour les interventions d'urgence, mais dans des questions de vie ou de mort, quoi. C'est très intéressant de se rendre compte de ce qui s'est passé. À l'origine, c'est la puissance publique qui a fait les premiers fonds de cartes. Même OpenStreetMap, ça part de l'IGN. Ensuite, quand vous avez... La France est la deuxième plus grosse communauté OpenStreetMap au monde. Il y a 7000 bénévoles qui travaillent pratiquement tous les jours. Quand vous avez 7000 bénévoles qui mettent à jour des cartes tous les jours, la fréquence d'actualisation est infiniment supérieure à celle que peut faire l'IGN. Et donc, si la route a changé de sens unique, ou si le pont est effondré, ou si... la probabilité qu'un citoyen l'ait déclaré sur OpenStreetMap avant que l'IGN l'ait mis dans son modèle est très élevée. Et puis comme c'est un outil ouvert, parce qu'il a été designé pour le crowdsourcing, de toute façon, si le citoyen ne l'a pas fait, les pompiers, ils le font. Donc, parce que c'est aussi un outil ouvert. Et donc ils estiment qu'ils sauvent plus de vies et ils interviennent mieux avec cet outil et cette stratégie fondée sur la donnée quand même, mais avec la puissance publique, la contribution citoyenne, l'outil ouvert.
vous voyez, on arrive dans toutes sortes de classes de stratégies, et c'est là qu'on en arrive à l'open data. Nous, notre mission, c'est d'ouvrir les données, mais pour faire des choses avec. Et c'est peut-être d'ailleurs le dialogue compliqué que j'ai avec beaucoup d'administrations. Et Charles Ruel, qui est là au premier rang, travaille aussi chez Etalab, et il connaît la complexité de la tâche. C'est de leur dire, on fait ça, mais parce que vous allez pouvoir faire des choses incroyables avec ça. Mais il faudra quand même que vous fassiez votre partie du boulot. Alors maintenant, je le pitch en général en 4 points, mais il y en a peut-être d'autres. Mais le premier, c'est une vraie exigence française, c'est une démocratie plus aboutie. On oublie parfois que dans notre Déclaration des droits de l'homme, qui maintenant est le préambule de notre Constitution, il y a des articles extrêmement clairs sur le fait que les citoyens ont le droit de savoir ce qui se passe. Il y a un article 15 qui dit « La société est en droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Il y a un article 16 qui dit « Le citoyen est en droit de constater par lui-même la nécessité de la dépense publique, son emploi, son assiette, son taux, son efficacité ». Et je pense que nos pères fondateurs, ils rêvaient d'une démocratie un peu plus directe, mais qu'on ne pouvait pas technologiquement à l'époque. Il n'y avait pas Internet, enfin, on aurait pu imprimer le budget de l'État à l'euro près et le placarder dans Paris, mais les gens n'auraient pas fait des data science avec, quoi. Donc c'est quand même important, mais c'est important de se rendre compte que l'open data à lui seul ne règle pas le problème. La transparence à elle seule ne règle pas le problème. Ce qui compte et ce qu'il faut faire advenir, c'est un monde qui ressemble plus au monde dans lequel travaillent les scientifiques. C'est où on trouve normal, quand on affirme quelque chose, de dire comment on a raisonné, sur quelles données, et de tolérer la critique et de répondre à la critique. Parfois, je parle d'état conversationnel. Il faudra accepter d'être en conversation avec la société civile. La deuxième stratégie, c'est tout simplement d'avoir plus d'efficacité nous-mêmes. Donc j'ai parlé du pilotage des politiques publiques, mais je rencontrais il y a 10 jours un président de conseil général qui me reprochait qu'on n'ouvre pas assez de données, pas assez vite et tout. Et il me disait, mais comment vous voulez que je pilote mon département sans savoir le taux de chômage temps réel, le nombre de bénéficiaires du RSA temps réel, l'évolution de la délinquance temps réel? Pourquoi l'État ne me rend pas tout ça? Moi, je suis un élu responsable, je veux travailler mon département. J'ai le droit de savoir vraiment précisément si ce que je fais apporte des fruits. Rendez-vous compte qu'on est donc dans un monde où pour l'instant ça se fait à l'aveugle, quoi. C'est effrayant. Il y aurait des dizaines de manières de parler de l'efficacité de l'action publique. La troisième idée, donc tu me disais, qu'en est-il pour les startups? On pensait, et maintenant on le sait, que dès qu'on libère des données publiques, il y a des gens qui font des choses avec. Et des choses qui sont proportionnelles d'ailleurs à l'intensité des données qui sont libérées. Je suis presque en train d'inventer l'algorithme finalement. Il y a le poids économique du sujet dont on parle, et ensuite il faut un facteur qui décrirait la complétude de l'information qu'on libère. Parce que si je libère juste la moitié du savoir, on fait beaucoup moins que si je libère tout le savoir, quoi. Pour donner des exemples concrets de ça, d'abord, Etalab a fait un petit concours d'applications innovantes qui s'appelle Data Connexion. Ça va être la 4e édition là, le 4 décembre prochain. Vous pouvez venir, vous trouverez sur le blog Etalab Data Connexion. Avec les moyens du bord, hein, Etalab n'est pas non plus, on ne fait pas le 20h de TF1. Donc en tweetant, en facebookant, etc., avec notre blog, on a quand même vu passer 160 dossiers en 4 éditions. Des dossiers, peut-être la moitié étaient des startups ou des projets qui ne survivront pas, mais il y avait une moitié qui étaient vraiment des sujets robustes, quoi, des gens qui croisent le crowdsourcing, l'aide à l'immobilier, et il y a de très très belles startups qui existent avec les données publiques. Il y a aussi de très beaux gestes citoyens. Il y a beaucoup de choses dans le monde associatif, dans le monde du bénévolat. Je pense par exemple en district. Alors en district, c'est des gens qui ont décidé de faire la carte de l'accessibilité de tous les lieux ouverts au public à toutes les formes de handicap. Et ils ont d'abord ramassé tout ce qu'ils ont trouvé comme données publiques, et après ils ont dit, et maintenant vous complétez, donc crowdsourcing après. Vous connaissez peut-être aussi HandiMap. Alors HandiMap, dans les 2 villes qui ont mis en ligne un cadastre en 3D, donc extrêmement précis, ils ont fait des navigateurs embarqués, sur iPhone, qui calculent un itinéraire passant par les endroits où il y a des trottoirs surbaissés, donc un itinéraire pour fauteuil roulant. Et ça a l'air, voilà. La deuxième chose que je voulais dire sur cette stratégie, alors nous, on espère, et on le fait aussi pour ça, que ça stimule l'économie et l'innovation. Mais alors la voie de retour intéressante, c'est que ça nous rend plus intelligents. Et ça commence à se voir. C'est-à-dire les administrations viennent nous voir en disant on voudrait rencontrer des innovateurs, on voudrait voir des nouvelles idées, des nouvelles technos. Est-ce qu'on peut faire un truc avec vous? Est-ce que si on fait un lâcher de données, vous pouvez nous garantir que vous allez attirer des gens? Et c'est en train de devenir une des plus grandes raisons pour l'État d'ouvrir les données, c'est l'open innovation. Parfois, c'est pas rigolo d'être responsable d'une politique
qui est enfermé en silo depuis 30 ans avec les mêmes acteurs, avec les mêmes enjeux un peu gris, avec les mêmes conférences où on dit tous la même chose depuis 20 ans et c'est jamais conclusif. Et donc le grand bol d'air de pouvoir tutoyer l'économie numérique, ça devient une des raisons majeures pour lesquelles les administrations ouvrent leurs données. Là où je vais mettre un code ici quand même, c'est que moi je crois vraiment que les données, ça peut être des infrastructures économiques stratégiques, mais que les grands gestes stratégiques, ça sera aussi des investissements. Ça ne sera pas seulement ouvrir ce qu'on a déjà. Quand le président Obama se félicite de la politique d'open data du gouvernement américain, il dit « Regardez ce qu'on a fait avec le réseau GPS ». C'est vrai que le réseau GPS, c'est une infrastructure informationnelle, c'est aussi 36 satellites, et c'est toute l'économie des services mobiles. Il y a une filière industrielle entière derrière. Et moi, je pense qu'il y a des filières industrielles possibles dans l'énergie, dans la santé, dans le tourisme, dans le transport, mais ça ne se fera pas en libérant un peu de données. C'est quand on aura construit des vraies infrastructures. Bon, je peux me tromper, mais de temps en temps, il faudra aussi savoir investir. Il ne suffira pas de dire je ramasse tout ce que j'avais et je mets tout en vrac. Et enfin, je ne parlais pas de ça il y a 6 mois, mais je parle de plus en plus de souveraineté, parce qu'il se passe un truc amusant, c'est que les Français, qui sont très bons, et vous le prouvez aujourd'hui, ils ont un petit complexe quand même vis-à-vis des États-Unis. Et donc on entend énormément l'argument, mais si vous mettez des données en ligne, c'est Google qui va tout ramasser, et puis Prism, alors, on s'est déjà fait avoir une fois, arrêtez, ne dites rien, ne montrez rien. Et je crois vraiment qu'au contraire, de même que dans les années 70, beaucoup de vieilles institutions ont dû comprendre qu'il fallait communiquer, parce que sinon on parlait de nous dans notre dos et on ne pouvait pas répondre. De même aujourd'hui, c'est à nous d'organiser notre présence dans le cyberespace. Parfois je vais chercher des analogies lointaines en rappelant que Colbert, qui était quand même un grand ministre, a fondé l'Académie des sciences pour faire la première carte topographique de France précise, la carte de Cassini. C'était le premier geste de l'Académie des sciences. Parce que Louis XIV avait envie de connaître son territoire, de l'aménager, de pouvoir faire des stratégies militaires, etc. Et il fallait une information précise. Et quand on réfléchit à la cartographie, les pays qui n'avaient pas de bonne carte de leur territoire sont des pays qui se sont mal développés. Le développement économique supposait que tous les acteurs... et je me dis souvent que la carte d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une carte topographique. C'est les horaires d'ouverture des services publics, c'est le taux de délinquance, c'est le volume de trafic sur les autoroutes, c'est... tout ça, la pollution atmosphérique, la pollution dans les nappes phréatiques, et aussi des choses sympathiques. Enfin, de même que les géographes, depuis bien longtemps, ne font plus que de la géographie physique, ils font de la sociologie, de l'économie. De même, les cartographies d'aujourd'hui, c'est la data et c'est l'open data. Donc, je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter. Je voulais juste, moi aussi, parler du data scientist, parce que moi aussi, j'avais un petit aphorisme. Et pendant les 3 ans où j'étais chez MFG Labs, je crois que je quittais le bureau tous les soirs en disant « Rappelez-vous, ce qui compte, c'est de trouver quelles questions il faut poser aux données. » Et pour moi, c'est là qu'il y a un virage, et il y a même un clivage très net entre l'ancien monde et le nouveau monde. Dans l'ancien monde, produire de la donnée, ça coûtait cher. Et au fond, la marque d'un vrai scientifique, un épidémiologiste, un biologiste, c'était qu'il savait être chiche en données. C'est-à-dire qu'il ne se lançait pas dans une expérimentation hasardeuse sans avoir quelques raisons de penser. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'espère. Au fond, on reconnaissait presque le grand savant au fait qu'il avait le coup d'œil et il lançait une expérimentation quand il savait un peu ce qu'il cherchait et qu'il y avait une petite chance qu'il trouve quelque chose d'intéressant quand même. Et l'idée, je ramasse tout d'abord et je joue avec la donnée et je la torture un peu et je la laisse m'inspirer. Et le mot important est joue. Oui, oui, il faut jouer dans le double sens du terme, comme un footballeur qui dribble et comme quelqu'un qui prend son pied. Et elle va nous inspirer des hypothèses, et peut-être pas du tout celles auxquelles on pensait au début, et ça ne sera peut-être pas du tout les créations de valeur auxquelles on pensait au début. Alors après, les très très grands, hein, tu te rappelles avec qui je travaillais, des gens comme Jean-Michel et autres, ils avaient un coup d'œil absolu, c'est-à-dire ils disaient, vu la gueule des données là, tu me les ordonnes comme ça, tu me calcules la variance sur l'écart type, et tu vas voir, il y aura 3 paquets qui vont sortir, et on faisait les calculs, et 2 heures plus tard, c'était vrai. Il y a des gens qui en plus se font inspirer par les données. C'est un 6e sens, c'est inconscient. Mais on a besoin de gens qui sont hackers dans leur tête, qui prennent plaisir à tester une nouvelle machine virtuelle quand ils entendent, ou un nouveau framework. Une définition américaine du data scientist, c'est celui qui hack les données for breakfast. Moi, je me rappelle, je crois que je te l'ai raconté, mais un des data scientists que j'aimais beaucoup dans ma boîte, un soir à 2h30 du matin, je lui ai écrit... là, je suis en insomnie, donc demain, notre réunion de 8h, on laisse tomber. Il me répond, pas de problème. Alors je lui dis, toi aussi, tu as une insomnie? Il me dit, non, mais on avait un dîner, puis là, je suis en train de clusteriser une matrice récalcitrante parce que je voulais voir ce que ça donne. Ça, c'était bon signe, quoi, le gars.
Bon, alors je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui s'estiment un peu ressembler à ces data scientists dont on rêve tous. Il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a ou pas? Parce que s'il y en a, j'ai une proposition malhonnête à vous faire, mais si ça vous intéresse, alors ça c'est un peu une avant-première. Dans 3 semaines, on sortira le nouveau data.gouv.fr et on va rajouter des fonctions très sociales. C'est-à-dire qu'on veut, et je pense qu'on est un des premiers pays au monde à aller aussi loin dans l'idée que la société civile peut nous aider à améliorer les données. Que c'est intéressant de rajouter à un jeu de données ce que les gens ont fait avec, des data viz, des réutilisations, de les forquer et de rajouter une colonne ou de changer le format ou même de les produire nous-mêmes. Alors on sera très clair, on verra ce qui viendra de l'État et ce qui ne viendra pas de l'État. Mais si des gens veulent faire une data expédition et nous aider, par exemple, il y a un manque terrible de données sur l'inégalité homme-femme. Il y a plein de données qui traînent sur Internet. Il n'y a qu'à ramasser les organigrammes des chambres de commerce et d'industrie et on peut faire la statistique de la parité après élection consulaire dans les CCI. On va le faire là. Et donc jeudi prochain, le 28 novembre, on fait une journée entière pour améliorer les données de l'État, ouverte à tous les gens qui ont envie de retrousser leurs manches, de venir avec leur portable et de travailler sur la donnée. Au moins 3 heures, au plus 13 heures. C'est de 9h du matin à 10h du soir. Donc, comment? Au NUMA. Donc en plus, vous verrez ce nouveau lieu passionnant et fascinant de l'économie numérique parisienne. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous m'écrivez. C'est Henri avec un i, .verdier, donc comme sur le programme, @gmail.com. On est déjà 70, mais il y a encore quelques places, quoi. Voilà quelques idées sur les États, comment les États doivent faire eux aussi leur révolution de la donnée. Merci beaucoup. Je crois qu'on va conclure avec cette très belle scène. J'ai beaucoup aimé l'interaction et puis le côté un peu agréable qu'il n'y a pas forcément eu dans toutes les conférences qui étaient peut-être un peu plus formelles en début de journée. Merci beaucoup pour votre confiance, pour avoir accepté mon invitation, pour avoir accepté de vous exprimer à DataJob. Bien évidemment, il y aura un DataJob 2014. J'aurai l'occasion d'en reparler individuellement avec vous pour savoir quel est votre ressenti avec vous aussi, qu'est-ce que vous pensez que DataJob est censé apporter à l'écosystème, aux data scientists, aux étudiants, aux startups, aux grands comptes, et faire en sorte que cette histoire qu'on écrit aujourd'hui pour cette première édition soit pérenne et puisse continuer d'année en année. Voilà, je vous remercie à tous, je vais vous raccompagner, je vais juste prendre la parole personnellement pour faire les remerciements, même si j'ai conscience que dans le parti, il n'y a plus beaucoup de personnes. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais c'est important pour moi, parce que derrière DataJob, il y a eu énormément d'initiatives, énormément d'autonomie, énormément d'énergie. Donc c'est l'occasion pour moi de faire ce travail d'honnêteté et de dire merci à tous ceux qui ont participé. Donc c'est principalement pour la caméra parce que les personnes que je vais citer, je pense, ne m'entendront pas. Donc j'aimerais remercier Thibaut Brandenburg, Shirley Elbaz, Marc Enanou Arfi, Sarah Eisenman, Dan Clegg, Mayen Guez, Karl Neuberger, Niels Freyer, Xavier Vincelot, Sarah Funto, Ori Peckelman, Maxime Benedmon, Paul Arthur Audon, Arthur Flamme, Benjamin Bérébi, Enguerrand, Stéphane Distinguin, Henri Verdier, Romain Lacombe, Julien Cabot, Jamel Zouaoui, Arnaud Laroche, Ariane Ligueur, Belaïr Swifi, François Nguyen, Joseph Trochman, François Bourdoncle, Guy Mamoumani, Adam Baïz, Olivier Caddy, Éric Ménard, François Bansillon, Christian Frisch, Benjamin Gans, Florian Douetto, François Régis Chaumartin, Guy Mamoumani, François Soulet-Fogelman, et je crois n'avoir oublié personne, mais évidemment, je remercie aussi tous ceux que j'ai oubliés. Merci à tous.